Alors bonjour à toutes et à tous, je vais donc reprendre là où je me suis arrêté la dernière fois, c'est-à-dire sur la caractérisation par Lakoff du modèle des conditions nécessaires et suffisantes comme un modèle de type objectiviste. Sans revenir sur tous ces arguments, je voulais simplement vous rappeler que l'enjeu donc pour Lakoff de cette théorie du prototype, c'est pas seulement un enjeu technique en linguistique. Vous voyez que c'est un enjeu qui a de multiples aspects philosophiques liés à la nature de la pensée, à la façon dont la pensée développe ses processus, etc. Et donc, ce que nous avions vu, c'était que sa caractéristique du modèle objectiviste des conditions nécessaires et suffisantes en faveur donc d'un modèle concurrent qui est celui de la sémantique du prototype, conduit donc par opposition à deviner ce qui caractérise la position expérientialiste qu'il développe par ailleurs dans ce livre Women, Fire and Dangerous Things. Donc, je m'étais arrêté sur cette liste de points qui sont des points caractéristiques du passage de la conception classique à la conception prototypique des catégories. J'en viens donc à la question de la sémantique du prototype ou de la théorie du prototype elle-même, telle qu'elle est caractérisée par Lakoff à partir des travaux de Roche, d'Eleanor Roche. Donc vous voyez qu'il rappelle que les premiers travaux de Roche portaient sur les couleurs focales. Vous vous souvenez, c'est pour cette raison que j'ai commencé à travailler la question de la catégorisation à partir du problème de la catégorisation des couleurs, parce que c'est le thème qui a été, disons, le thème initial de cette problématique typiquement, typique de la linguistique cognitive de la catégorisation. Et donc, il rappelle que dans la théorie de Roche, il y a certaines couleurs qui sont les prototypes de la couleur, ce qu'on appelle les couleurs focales. Vous vous souvenez, c'est par exemple pour le vert, il va y avoir une certaine teinte de vert qui est la plus caractéristique du vert dans une culture donnée, une certaine teinte de bleu qui va être le bleu vraiment de base, le bleu focal, le bleu caractéristique. Bien, c'est ça la notion de couleur focale, qui donc correspond finalement au prototype. Alors il rappelle que Roche a montré d'une manière expérimentale que il y avait des jugements de similarité qui convergent sur ce que Lakoff appelle ici des points de référence cognitifs. Et il rappelle que Roche a développé cette réflexion sur les prototypes depuis des couleurs jusqu'aux catégories d'objets physiques. Et il rappelle également que à chaque fois, on remarque des asymétries qui sont typiquement ce qu'on appelle les effets de prototype ou les effets de prototypicalité, des asymétries qui ont été trouvées. Ces asymétries étant l'idée que certains membres de la catégorie sont perçus comme plus représentatifs de la catégorie que d'autres membres. Et il reprend cet exemple que nous avions vu dans les séances précédentes, que les moineaux ou certains types d'oiseaux sont plus représentatifs de la catégorie que les poulets, les pingouins, les autruches. De même que les chaises de bureau sont jugées comme plus représentatifs de la catégorie chaise que des rocking chairs, des chaises de coiffeur. Alors, beanbag chair, c'est ça, ce sont qu'on appelle ça des poufs ou des beanbag chairs, ou bien des chaises électriques. C'est sûr que la notion de chaise, la catégorie de chaise, et le concept de chaise en tant que catégorie a un prototype de chaise. Ce que nous avions vu, c'était que la chaise avec la table faisait partie des prototypes de la catégorie meuble. Et là, on parle de la catégorie chaise.
qu'est-ce qui est une chaise prototypique? Bon, par exemple, les chaises de cette salle-là, elles sont assez prototypiques. Mais c'est sûr qu'un rocking chair, d'ailleurs, une chaise à bascule, on dirait en français, hein, c'est un peu curieux. Ou une chaise roulante, ou une chaise électrique, effectivement, c'est pas du tout caractéristique, c'est de la catégorie chaise. Bien que, d'un point de vue strictement des propriétés, on peut s'asseoir dessus, il y a toutes sortes de propriétés qui font que dans une perspective de conditions nécessaires et suffisantes, toutes ces chaises, que ce soit des chaises électriques, des chaises de coiffeur, des chaises roulantes, tout ce que vous voulez, oui d'ailleurs on ne dit pas de chaise roulante, on dit fauteuil roulant. Bon, bref, toutes ces chaises ne sont pas équivalentes dans la catégorie. Bien. Donc, il nous donne là quelques-uns des protocoles expérimentaux qui ont été utilisés pour faire apparaître ces effets. Hein. Vous voyez que, rappelez-vous, c'est 87. Donc c'est à la fois ancien maintenant, hein, ça fait donc 23 ans. Oui. Non, plus. Attendez. 87, 2007. Oui, c'est ça. Ça fait plus de 30 ans. Donc c'est déjà ancien hein, comme idée. Aujourd'hui, ça fait tellement partie des évidences de la recherche qu'on oublie qu'il a fallu à un moment donné donner des preuves de tout cela. Mais je vous donne quand même ces caractérisations expérimentales parce qu'elles me semblent assez représentatives de l'esprit de la linguistique cognitive qui a cette dimension expérimentale, contrairement à la linguistique, disons par exemple, structurale. Hein. Et ce n'est pas non plus vraiment de la psycholinguistique. Alors, il y a des procédés que j'avais déjà examinés avec vous, enfin mentionnés avec vous. Donc, il y a le fait de juger, d'évaluer sur une échelle hein, si un ensemble de mots correspondent à de bons exemplaires de la catégorie, hein, une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 7. Bon, ça, on avait déjà vu. Le temps de réaction. Alors là, on demande à des sujets d'appuyer sur un bouton pour dire si une formule du type une certaine chose est une certaine catégorie. Donc, par exemple, un moineau est un oiseau, ou bien un pingouin est un oiseau, ou bien une autruche est un oiseau. Et on observera que si j'ai un moineau est un oiseau, le temps de réaction pour dire oui ou non est plus court que si je dis une autruche est un oiseau. Donc le temps de réaction est plus court pour les exemples qui sont les plus prototypiques. Il y a la production d'exemples, ça on l'avait vu aussi, hein, on vous demande par exemple de donner une liste de meubles, une liste d'oiseaux, etc. Et puis on observe quels sont ceux qui arrivent en haut de la liste. Alors il y a deux autres exemples dont je ne vous avais pas parlé précédemment. L'asymétrie dans les jugements de similarité, donc dans les évaluations, dans les mesures de similarité. Donc les exemples les moins représentatifs sont considérés comme étant plus similaires aux exemples les plus représentatifs. Alors par exemple, si on prend les Américains, hein, les Américains considèrent les États-Unis comme étant un exemple prototypique de pays. Hein. Si je demande aux Américains, donnez-moi un exemple de pays, ils vont dire les États-Unis en premier. Si je demande aux Japonais de donner un exemple caractéristique de pays, ils vont dire Japon, etc. Bon. Eh bien, quand on fait apparaître qu'il y a des similarités entre le Mexique et les États-Unis, hein, eh bien, les sujets vont considérer que le Mexique est plus similaire aux États-Unis, enfin les sujets américains, que les États-Unis sont similaires au Mexique. C'est-à-dire qu'on va prendre pour base les États-Unis et on va dire le Mexique ressemble aux États-Unis. Mais on n'aura jamais l'idée de dire les États-Unis ressemblent un peu au Mexique. Parce que les États-Unis sont un pays considéré comme plus prototypique dans une certaine culture que le Mexique. D'accord ? Alors que s'il y a une similarité entre les deux, on devrait pouvoir dire les deux. S'il y a une similarité entre Mexique et États-Unis, je devrais pouvoir dire le Mexique est similaire aux États-Unis, les États-Unis sont similaires au Mexique. Mais en fait, une des deux formules est préférée à l'autre.
hein. Et celle qui est préférée, c'est le Mexique est similaire aux États-Unis, parce qu'il est moins prototypique, donc il sert moins de base. Et puis il y a aussi des asymétries dans la généralisation qui ont été observées. Alors ça, bon, je n'ai pas lu les articles correspondant à ce résultat, donc là, Laikoff renvoie à un article d'un certain Rips de 1975. Bon, alors, si on prend, par exemple, un récit dans lequel il y a une maladie qui est diffusée par des oiseaux, bon, eh bien, on aura plus facilement l'idée que la maladie est diffusée des moineaux aux canards plutôt que des canards aux moineaux, parce que le moineau est plus prototypique de la catégorie oiseau. Bon, ça, si vous voulez, c'est quand même, je demande à voir, hein, il faut quand même regarder de près les protocoles expérimentaux. Ça me paraît un petit peu surprenant, mais bon, pourquoi pas. Alors maintenant, quand on regarde, je ne vais pas l'examiner dans le détail, je vous ai mis ici le lien, si vous avez besoin d'avoir une idée, disons, de revenir à la définition originelle, hein, de la notion de catégorisation par Eleanor Roche. Donc il y a un article accessible en ligne de 78, Principles of Categorization. Et donc Eleanor Roche distingue deux principes de base, hein, de la catégorisation, les deux principes généraux pour la formation d'une catégorie. Le premier principe, il a à voir avec la fonction des systèmes catégoriels, et il dit, ce principe, que le rôle d'un système de catégorie est de fournir le maximum d'informations avec le moins d'efforts cognitifs. Le fait d'avoir une catégorie, c'est d'avoir des informations sur un objet avec peu d'efforts cognitifs. Et le second principe, il a à voir avec la structure de l'information qui est fournie, et il dit que le monde perçu nous arrive comme structuré par de l'information, plutôt que arbitraire ou comprenant des attributs imprévisibles. Donc le monde qu'on perçoit est déjà structuré par de l'information. C'est-à-dire par les catégories, en réalité. Alors, le premier principe, le principe d'économie cognitive. Donc, on peut lire ensemble, si vous voulez. Le premier principe contient l'idée qui est presque de sens commun, que comme organisme, ce qu'on espère de gagner à partir d'une catégorie, c'est une information importante au sujet de l'environnement, tout en conservant des ressources qui sont finies, hein, tout en conservant nos ressources. Donc, catégoriser un stimulus signifie le considérer dans un certain but. Hein. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant parce que la catégorisation est vue ici sous l'angle d'une finalité. Hein. On ne catégorise pas toujours de la même façon selon le but qu'on a. Oui, je ne sais pas moi, par exemple, si vous avez besoin absolument de bois pour faire du feu, vous allez catégoriser les objets qui sont dans cette salle, par exemple, en partant, bon, il y a beaucoup de bois, vous me direz, hein, ici, mais bon, en voyant les tables, les chaises comme juste des objets en bois. Hein. C'est-à-dire la catégorie objet en bois va être prédominante dans ce... Alors que si vous cherchez à vous asseoir, que la chaise soit en bois, en métal, etc., n'aura aucune importance. Donc vos systèmes de catégories ils vont éventuellement ponctuellement varier selon la situation. Mais cette variation, elle concerne aussi bien sûr la variation culturelle. Donc, les buts de la catégorisation... Donc, not only equivalent to other stimuli in a certain category. Donc, c'est pas seulement que tous les stimuli soient équivalents dans la même catégorie, mais aussi qu'il y ait des différences hein, avec les stimuli qui ne sont pas dans la catégorie. Donc, autrement dit, dans une catégorisation, il faut d'une part des informations pour dire que
les éléments qui sont à l'intérieur de la catégorie se ressemblent, mais aussi qu'il y ait des informations pour dire que ceux qui sont en dehors de la catégorie n'ont pas cette ressemblance, qui sont donc différents. Donc il y a un principe de similarité et un principe de différence. D'un côté, ce serait à l'avantage de l'organisme d'avoir le maximum de propriétés possibles pour connaître toutes les propriétés des objets qui sont dans la catégorie, mais ce principe conduirait à la formation d'un très grand nombre de catégories avec de très fines discriminations, des discriminations entre les catégories aussi fines que possible. Donc vous avez des catégories, vous pouvez avoir des catégories très très fines, très très petites, avec une petite extension, mais si elles ont une petite extension, ces catégories, elles vont être très très lourdes cognitivement. Je veux dire que pour reconnaître un type d'objet très spécifique, je ne sais pas moi, par exemple, pour reconnaître un teckel, bon, il faut avoir plus d'informations que pour reconnaître un chien, par opposition à un chat. D'accord ? C'est simplement le principe là des niveaux de base, etc. Donc ça, c'est l'idée que cognitivement, on a besoin de catégories qui soient aussi précises que possible, mais pas trop précises, parce que si elles étaient trop précises, on aurait besoin de trop d'informations et ce serait trop coûteux cognitivement. Et puis de l'autre côté, on the other hand, un but de la catégorisation est de réduire les différences infinies entre les stimuli, pour qu'ils soient utilisables cognitivement et du point de vue comportemental. Donc c'est à l'avantage de l'organisme de ne pas différencier un stimulus des autres quand cette différenciation n'est pas pertinente pour le but. Vous retrouvez là l'idée purpose, l'idée de but, de finalité. Donc d'un côté, il faut suffisamment d'informations, il ne faut pas trop d'informations. Il faut un équilibre entre une information suffisante, pas trop lourde, mais suffisante tout de même pour différencier un stimulus d'un autre. Ensuite, deuxième point, la structure du monde perçu. Alors, le second principe de la catégorisation estime que, à la différence d'un ensemble de stimuli utilisés dans un laboratoire traditionnel, dans des tâches dans des tâches, disons, expérimentales, le monde perçu n'est pas un ensemble d'attributs équiprobables, donc qui ont la même probabilité d'occurrence, et qui ne sont pas structurés. Au contraire, les objets matériels du monde sont perçus comme possédant des structures hautement corrélatives. C'est-à-dire, si je prends un sujet de connaissance, un knower, on va dire un sujet de connaissance, qui perçoit des attributs complexes de plumes, de fourrure et d'ailes, eh bien, c'est un fait empirique fourni par le monde perçu que les ailes sont plus souvent co-occurrentes avec les plumes qu'avec la fourrure. Ça, c'est dans le monde externe. Les animaux qui ont des ailes, en général, il y a plus de chances qu'ils aient des plumes qu'ils aient de la fourrure. Donc, ces attributs sont en corrélation dans le monde externe. Donc le monde, il est structuré déjà par des corrélations. Et donc, étant donné un acteur avec un programme moteur, un autre exemple, pour s'asseoir, c'est un fait du monde perçu que les objets avec des attributs perceptuels des chaises sont plus susceptibles
d'avoir alors c'est difficile à traduire, sit-on-ableness, c'est-à-dire une possibilité pour s'asseoir, une fonctionnalité pour s'asseoir, que des objets avec l'apparence de chat. Bon. En résumé, les combinaisons de ce que nous percevons comme les attributs des objets réels n'apparaissent pas d'une manière uniforme. Un certain nombre de paires, de triplets, etc. sont probables et ils apparaissent parfois en combinaison avec d'autres, parfois ils apparaissent en combinaison avec un ou un autre attribut. D'autres paires sont rares et d'autres, paires ou triplets, logiquement ne peuvent pas du tout exister dans le monde empirique. Bien, dernière citation. De Roche. Donc, qui insiste sur l'idée, donc elle met en évidence, elle insiste sur l'idée qu'on parle du monde perçu. On parle bien du monde perçu, et pas d'un monde métaphysique dénué d'un sujet de connaissance. Quelles sont les sortes d'attributs, le fait que telle ou telle sorte d'attribut puisse être perçu, bien sûr, dépend de l'espèce. Alors, elle prend l'exemple d'un chien, le sens de l'odorat du chien est bien plus différencié que celui de l'homme, et la structure du monde pour un chien inclut sûrement des attributs de l'odorat que nous, êtres humains en tant qu'espèce, sommes incapables de percevoir. En outre, parce que le corps d'un chien est construit différemment de celui d'un humain, ses interactions motrices avec les objets sont nécessairement structurées différemment. Donc le monde externe, dit out there, on peut dire, voilà, le monde externe d'une chauve-souris, d'une grenouille ou d'une abeille est sûrement plus différent encore que de celui d'un humain. Bien. Donc vous voyez, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où en allant un peu vite, je disais que dans la réalité, il y a co-occurrence, etc. Mais c'est dans la réalité du monde perçu. C'est dans le monde tel que je le perçois, moi en tant qu'être humain, que je vois que des plumes sont souvent associées à des ailes. Mais rien ne me dit qu'un autre être percevant verrait, que cette co-occurrence existerait pour un autre être, pour un autre type de perception. La perception d'une abeille, d'une chauve-souris, etc. Bon, quels attributs seront perçus compte tenu de la capacité à les percevoir? Eh bien, cela est déterminé par de nombreux facteurs qui ont à voir avec les besoins fonctionnels du sujet de connaissance qui interagit avec l'environnement physique et social. Donc, vous voyez qu'on a toujours là cette notion d'interaction avec le monde physique et social qui est une notion importante, qui restera une notion importante dans la linguistique cognitive. Alors, une influence l'influence on how attributes will be defined by human category. Ah oui, voilà. Ce qui va influencer la façon dont les attributs vont être définis par les êtres humains est clairement le système de catégories déjà existant dans la culture à un moment donné. Alors, si vous avez un système de catégories dans une culture donnée, cela vous conduit à percevoir plus facilement un certain nombre de choses. Alors, ça ne veut pas dire
forcément que le langage fait exister il fait exister des choses dans les représentations, disons. Hein. Mais, bon, j'y reviendrai peut-être plus tard, c'est un sujet assez sensible et assez complexe, cette question de savoir en quoi notre langue modifie notre perception du monde. Si vous voulez, c'est un peu le problème qui est au cœur de tout ce qu'on appelle actuellement le politiquement correct. Hein, vous savez, political correctness, cette idée que on refuse de parler, on refuse d'utiliser certains mots pour éviter certaines réalités. Hein. Bon, j'en parlerai peut-être à une autre occasion, mais je signale juste ce fait que cette formule-là, cette phrase qui indique que les attributs que nous percevons dans le monde sont plus ou moins quand même déterminés par le système de catégories dont on dispose dans une culture et dans une langue. Elle ne dit pas dans une langue, mais c'est évident, hein, dans une culture et dans une langue à un moment donné, c'est un problème qui a une grande importance, c'est un sujet très sensible dans les sociétés contemporaines. Bref, j'y reviendrai peut-être à un autre moment. Donc, par conséquent, notre segmentation du corps d'un oiseau tel qu'il a des attributs qu'on appelle des ailes, eh bien, est influencée, peut-être influencée non seulement par des facteurs perceptuels comme les lois de la Gestalt, les lois de la perception, des lois de la perception, qui nous conduisent à considérer que les ailes, à considérer les ailes comme des parties séparées. Hein, donc, c'est pas juste un phénomène perceptif que les ailes se détachent comme une forme sur un fond et que donc nous les percevons quasiment automatiquement. Hein. Mais le fait que nous percevons les oiseaux, que nous percevons que les ailes sont des parties des oiseaux, vient aussi du fait que nous avons une catégorie linguistique et culturelle appelée oiseau, et que dans la catégorie oiseau, il y a l'idée qu'il y a des ailes. Donc, si je vois un oiseau, je m'attends à trouver des ailes compte tenu du fait que je vois cet animal dans cette catégorie. D'accord ? Vous voyez comment les choses peuvent être renversées. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a des ailes que je vois les ailes. Bien sûr, s'il n'y en avait pas, je ne les verrais pas. Mais si mon attention est en quelque sorte attirée sur le fait qu'un oiseau, une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il ait des ailes, qu'il puisse ou non voler, cela vient de notre catégorie oiseau. En partie, tout au moins. C'est ce que dit ici Roche. Et donc, ça veut dire, encore une fois, c'est un argument qui plaide en faveur de l'idée que le sens, enfin le monde perçu est structuré. Il est préstructuré par les catégories dont nous disposons. Parce que dès notre naissance, dans tout le développement de notre être, nous développons des systèmes de catégories. On ne peut jamais trouver un être humain qui a 0 catégorie et qui voit le monde à partir de rien. Hein. Bon. Donc, si on voit les attributs, donc les propriétés, hein, comme au moins en partie construites par celui qui perçoit, eh bien, cela ne nie pas le fait d'un ordre structurel plus élevé au sujet des attributs en question, c'est-à-dire que les attributs de l'aile et ceux des plumes co-occurrent, c'est-à-dire sont co-occurrents dans le monde perçu. Donc cet aspect un peu constructiviste dans la perception, hein, ne nie pas le fait que sur un autre plan,
dans la réalité, quelle que soit la perception, il y a effectivement une co-occurrence entre les ailes et les plumes. Donc, vous voyez, elle essaie de tenir ensemble ces deux aspects. D'une part, qu'il y a un monde externe qui existe, qui est là, qui a des propriétés, qui a des co-occurrences, qui a des choses dans le monde, quel que soit le regard percevant, qui sont co-occurrentes. Bon. Mais par ailleurs, il y a cette perception du monde qui est déterminée par nos catégories. Alors, quel bilan sur la catégorisation? Bon, donc, on a vu que la catégorisation, c'est une opération fondamentale de la cognition humaine. C'est le premier sujet, si vous voulez, qui a été vraiment développé, traité en tant que tel, comme une originalité, par la linguistique cognitive. Il y a deux modèles, conditions nécessaires et suffisantes, le modèle du prototype. On a vu que le modèle du prototype était le modèle le plus, disons, qui correspond au processus cognitif naturel de l'être humain. Alors, vous noterez que, je ne sais plus si j'ai insisté sur ce point, que, au fond, la catégorisation, elle entrave l'accès à la singularité. C'est-à-dire que on pourrait considérer que d'un point de vue ontologique, il n'existe que des singularités. C'est d'ailleurs un point de vue qui a été développé dès la philosophie du Moyen-Âge, ou même dès l'Antiquité, par certains philosophes. Bon, c'est l'idée que deux grains de sable ont des différences. Si vous les regardez au microscope, vous prenez deux grains de sable, ils sont très très différents. Donc au fond, il n'y a jamais deux objets identiques. D'accord ? Prenez les chaises là qui sont dans cette salle, si vous les regardez bien, même si elles ont l'air identiques de loin, si on les regarde de près, elles auront des rayures différentes, des couleurs légèrement différentes. Bon, il n'y a pas deux chaises identiques. Sauf à la limite, peut-être dans cet instant précis où elles sortent de l'usine, où elles sont toutes neuves, bon, à la rigueur, on pourrait peut-être parler d'identité. Mais, pour les artefacts tout au moins. Mais au fond, dans la réalité, les choses ne sont jamais identiques. Cependant, nous, dans notre façon de percevoir le monde, je vous l'ai dit souvent, on ne perçoit rien autrement que comme un membre quelconque d'une catégorie. Quand je vois une chaise ici, je ne l'aperçois pas dans sa singularité. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, imaginez que je vienne chaque semaine là, dans cette salle faire cours et qu'il y a une chaise que je vois qui est spéciale et que je l'aperçois dans sa singularité parce que, je ne sais pas, peut-être qu'un message est écrit sous la chaise, enfin, bon, bref, elle aurait une singularité. C'est extrêmement rare ce genre de situation. Ce que vous percevez dans cette salle, ce sont des chaises. Qu'est-ce que ça veut dire que vous percevez des chaises? Ça veut dire que si vous en prenez une, elle n'est pas une chaise dans sa singularité, dans sa pure identité de chaise qui est incomparable à aucune autre. Elle est prise comme un membre quelconque de la catégorie chaise, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et au fond, le monde autour de nous, il est spontanément perçu comme un ensemble de membres de catégorie. Voilà, vous voyez là, il y a des bibliothèques, il y a des livres. Bon, on ne peut pas voir quels sont les titres à cette distance, mais ce sont des livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous en prenez un au hasard, vous aurez pris un membre quelconque de la catégorie livre. Après, vous pourrez voir éventuellement de quel livre il s'agit, mais bon. Un professeur, quand il fait ses tout premiers cours, il a en face de lui des membres quelconques de la catégorie étudiant. Bon, après, au bout d'un moment, on vous connaît un petit peu, on reconnaît des visages, des noms, etc. Et donc, petit à petit, on conquiert un petit peu la singularité. Mais quand vous êtes dans la rue, que vous croisez des gens, vous voyez le monde avec les catégories qui sont propres à votre... disons, à votre configuration psychologique. Soit vous voyez des hommes, des femmes, soit vous voyez des grands, des petits, des gros, des maigres, des blonds, des bruns,
Enfin bref, vous pouvez trouver toutes sortes de catégories dans lesquelles placer les gens que vous voyez, mais en tout cas, vous ne voyez pas les gens dans leur singularité, hein, dans leur singularité personnelle, historique, etc., etc. Donc, il est vrai que ce système, ce dispositif cognitif dont on est équipé en tant qu'être humain, ce système de catégorisation extrêmement souple, extrêmement efficace, hein, qui, comme le dit Roche, sait très bien faire la part des choses entre le trop d'informations et trop peu d'informations. Hein. J'ai oublié de le dire, mais ça me paraissait évident, mais que cette affaire de trop d'informations, trop peu d'informations, renvoie à la notion de niveau de base. Hein. Rappelez-vous, le niveau de base, quand on prend, je sais pas, chien, par exemple. Chien, c'est le concept du niveau de base, ou le mot correspondant au niveau de base. Animal étant le niveau superordonné, et teckel, enfin le type de chien, quoi. Teckel, qu'est-ce que je vais dire, bulldog, n'importe quoi. Des types de chiens sont les catégories sous-ordonnées, hein, subordonnées. Bon, je vous l'avais dit, si vous voyez un chien dans la rue ou que vous montrez un chien à une image de chien, les gens vont répondre chien. Ils ne vont pas dire qu'est-ce qu'il y a sur cette image, un animal. Ils ne vont pas dire forcément du tout immédiatement c'est un teckel. Ils vont dire c'est un chien. C'est le niveau de base préféré. Donc c'est cette idée que on a besoin d'un système de catégories qui soit adapté à nos buts et que il se modifie éventuellement, c'est vraiment typiquement une façon de justifier cette notion de niveau de base. Parce que, sauf besoin particulier, et rappelez-vous, j'avais donné cette citation de Wierzbierska qui prenait l'exemple d'un teckel et d'un épagnol, je crois, hein, et qui disait, ben voilà, dans une histoire, si j'ai un teckel, je vais l'appeler le chien, j'ai aucune raison spéciale, sauf si dans l'histoire il y a un deuxième chien qui est un épagnol et qu'il faut que je les distingue. Donc à ce moment-là, je vais utiliser le niveau subordonné. Donc si j'ai besoin d'un niveau subordonné, je vais utiliser un niveau subordonné. Bon. Donc on a, nous, êtres humains, les êtres vivants non humains, ont aussi des systèmes de catégorisation, mais évidemment beaucoup moins développés, mais c'est quand même une caractéristique de l'être humain d'avoir ces systèmes de catégorisation hyper efficaces, très souples, puisque en fait on change de catégorie dès qu'on a besoin, hein, de niveau de catégorie ou de type de catégorie. Je veux dire que pour un médecin, une personne va être catégorisée comme malade si c'est dans son hôpital, une autre personne va être, je sais pas, sa femme, ses enfants. Bref, donc on adapte nos catégorisations en fonction de nos besoins d'une manière très très souple. Pensez quand même, imaginez le degré de technicité d'un ordinateur si un ordinateur devait être capable de faire les catégorisations que nous faisons spontanément. Là, sur ce plan, l'être humain a des capacités, je ne dirais pas de calcul, mais en tout cas des capacités cognitives très supérieures à celles des ordinateurs, qui sont toujours gênés quand on a affaire à du plus ou moins, à de l'approximatif, à de la similarité avec du prototype, etc. Donc là, pour ça, l'être humain est absolument imbattable, il va voir des ressemblances, voir des similarités, construire spontanément des catégories, très très simplement. Et comme le dit Laïkov, hein, sans la possibilité de catégoriser, eh bien, nous ne pourrions pas fonctionner du tout. Hein, parce que si nous n'avions pas, imaginons une maladie qui soit la perte, une maladie neurologique par exemple, quelqu'un qui perdrait la possibilité de catégoriser. Il y a quelques cas qui sont décrits, mais sur des phénomènes très, très, très spécifiques, comme la catégorisation des couleurs, par exemple. Il y a des cas célèbres dans l'histoire, notamment de l'aphasiologie, de perte de la catégorisation des couleurs. C'est-à-dire quelqu'un à qui on montre 2 nuances de vert, et il ne peut pas dire. Il va choisir un qui est vert, et l'autre, il va dire c'est une autre couleur, il ne sait pas. Il sait seulement associer des couleurs qui vont ensemble, par exemple dans un drapeau. Il va dire bleu, blanc, rouge, ça va ensemble. Vous voyez, donc il a une catégorie qui est associée, mais la catégorie de couleur elle-même, elle va être perdue.
Bon, ça peut arriver pour un cas spécifique, mais imaginons un être humain dépourvu de toute capacité de catégorisation. Il serait dans la situation, comme je vous décrivais tout à l'heure, de percevoir le monde entier, 2 grains de sable sont différents, comme un ensemble d'objets complètement hétéroclites qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Deux êtres humains étant aussi différents qu'un être humain d'une chaise, d'une table, d'une souris, etc. D'accord ? Ça n'existe pas, évidemment. Alors, pour terminer, je vais justifier quand même, puisque c'est le livre que j'ai utilisé comme fil rouge de toute cette présentation sur la catégorisation, je vais quand même vous dire un mot du titre de ce fameux livre de Lakoff, « Women, Fire and Dangerous Things ». Je vous le donne en français, donc c'est dans le début du livre. Une nouvelle théorie de la catégorisation, la théorie du prototype, a vu le jour. Elle montre que la catégorisation humaine est basée sur des principes qui vont bien au-delà de ceux qui sont envisagés dans la théorie classique. L'un de nos objectifs est d'étudier la complexité de la façon dont les gens catégorisent réellement. Par exemple, et là c'est là qu'il justifie le titre de ce livre a été inspiré par la langue aborigène australienne, le dirbal, qui a une catégorie, balan, le mot balan, j'aurais dû le mettre en italique là, qui comprend en fait les femmes, le feu, les choses dangereuses. Il comprend également des oiseaux qui ne sont pas dangereux, ainsi que des animaux exceptionnels, tels que l'ornithorynque, le bandicoot et l'échidné. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, voilà le bandicoot et l'échidné. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une catégorisation par propriété commune, comme nous le verrons, donc conditions nécessaires et suffisantes, comme nous le verrons lorsque nous discuterons en détail la classification du dirbal. Donc on ne va pas nous le faire d'examiner en détail la classification du dirbal, mais la raison pour laquelle je vous donne cette citation pour terminer, c'est que vous voyez qu'on a, quand on change de culture, des systèmes de catégorisation qui peuvent être très surprenants. Et c'est pour cette raison que ce titre est judicieusement choisi, puisque avoir une catégorie qui rassemble les femmes, le feu, les choses dangereuses, les animaux non dangereux, les animaux exceptionnels, c'est une catégorie qui, pour nous, apparaît très très bizarre. Mais il faut s'imaginer qu'elle est très naturelle pour une certaine culture. D'où l'idée, vous voyez, de nouveau, que nos catégories sont construites dans une culture, nos catégories mentales. Elles ne sont pas juste le reflet d'un monde externe, objectif, qui serait dans notre esprit. Donc, notre façon de percevoir le monde est au moins en partie conditionnée par des habitudes culturelles de toutes sortes, et pas seulement par la façon dont le monde est structuré. Ce qui n'empêche pas, je le répète encore une fois, de considérer que le monde est en effet structuré indépendamment de toute créature, puisqu'il y a objectivement dans le monde un certain nombre de co-occurrences de certaines choses qui peuvent être observées. Voilà, alors à partir de la semaine prochaine, je traiterai la question de la polysémie qui évidemment va terriblement compliquer la question de la catégorisation linguistique, tout au moins par le lexique, mais pas seulement par le lexique, et c'est aussi un sujet qui a été vraiment mis en valeur d'une manière très forte par les linguistiques cognitives. Voilà, alors s'il n'y a pas de questions, je vous dis non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, puisque nous avons donc les vacances. Et puis j'ai je vous ai dit qu'il y avait 2 séances qui devaient être déplacées, 2 séances de cours. Alors, je vais vous les redonner donc. Donc, le 25 février, donc normalement c'est la prochaine séance. Ouais. Alors, le 25 février, je suis à l'étranger, donc on déplacera la séance le
jeudi 5 mars. Alors normalement, vous n'avez pas cours le matin, donc je rattrape déjà un autre cours de 10 à 12, donc ce sera de 9 à 10. Je vais le préciser sur le site. Jeudi 5 mars de 9 à 10, donc en remplacement de la séance du 25 février. Et puis, il y en a une autre en avril. Je vous la signale tout de suite, mais là, on a plus de temps déjà. C'est la séance, alors... C'est la séance du 21 avril. Qui va être déplacée le 30, le jeudi 30, même chose, de 9 à 10. Voilà, mais je l'indiquerai bien sur le site du cours et je l'indiquerai aussi à l'administration pour qu'ils puissent le diffuser. Voilà, et bien merci de votre attention et à la prochaine fois.